Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes aujourd'hui présents pour une réunion qu'on a appelée à l'ANC Rencontre, information et débat, qui parle de différents thèmes qui ne sont pas ceux de la conduite, on va dire, académique de l'association, des thèmes assez ouverts. On en est au troisième et aujourd'hui, dans ce thème-là, nous accueillerons Vicence Giralt Ibourgat, qui s'occupe du colloque, du concours sur le concours littéraire sur les langues minorisées, donc qui vraiment est le sujet d'intérêt pour aujourd'hui. Donc, bonjour Vicence, tu parles français et je Bonjour. te remercie de faire cet effort pour les gens qui vont nous écouter. Et tu es au Mexique actuellement. Voilà, je suis à l'ANSC de Mexico. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et ensuite, donc, on accueille aussi évidemment Francis Cassol. Francis Cassol vient d'être réélue secrétaire nationale de l'ANC et elle s'occupe notamment de la coordination du groupe des ANC à l'international. Donc, bonsoir Kika. Oh, bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité. Oui, je viens d'être réélue secrétaire nationale et d'être aussi élue comme coordinatrice de la commission d'incidence internationale. Très bien. Et tu nous parleras justement de la Je parlerai situation. oui, je vous parlerai d'une rencontre qui a eu lieu le 16 et 17 mai en Bretagne sur les problèmes de langue. Euh, on en parlera après. Très intéressant. Une rencontre vraiment très intéressante. Bien, je vais partager avec vous quelques planches d'introduction. Donc là, je fais un share. Voilà, donc je ne sais pas si tout le monde le voit. Oui, oui, c'est bien. Oui. Très bien. Donc c'est la présentation du 14e concours de littérature mondiale sur les langues minorisées. Donc, on vient de faire juste une petite présentation des intervenants. Euh, je vais, je vais vous présenter rapidement. Je ne suis pas du tout une spécialiste dans les langues minorisées ni dans les langues régionales. Donc, tout ce que je sais, je l'ai appris par ce que je lis et par ce que j'entends. Et j'ai voulu quand même faire une petite référence parce que très souvent on fait la confusion entre langue minorisée, langue régionale, langue minoritaire, etc. Donc quelques planches assez légères pour recentrer un petit peu le sujet. Donc les langues minorisées, c'est un terme qui est sociolinguistique, qui fait référence à un idiome qui a souffert d'une marginalisation, d'une poursuite judiciaire des fois, et même d'interdiction dans quelques moments de son histoire. Et ça se différencie évidemment des langues minoritaires qui fait référence à l'idiome qui est utilisé par un petit nombre de parlants. Alors, une langue minorisée n'est pas toujours minoritaire, mais c'est quand même une tendance. Souvent, les langues minorisées sont minoritaires. Et une langue parlée par la majorité des citoyens, comme par exemple le français, peut être minoritaire et même minorisée dans un autre État. C'est ce qui est arrivé aux Français au Québec, jusqu'à ce qu'il y ait des démarches qui étaient faites pour protéger un peu plus de Français au Canada. Donc, les langues minorisées, on en reconnaît aujourd'hui 7097, presque 7100. Et ce qui est assez incroyable, c'est que 97% d'entre elles sont fragilisées par l'histoire, les rapports de pouvoir, les pouvoirs démographiques, politiques, religieux, etc. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas banal, c'est le contraire qui est. Ce qui est banal, c'est d'avoir une langue centralisée. Les autres, pratiquement toutes les langues dans le monde ont été ou sont minorisées ou minoritaires
un moment de leur existence. En France, on a des langues régionales qui sont assez nombreuses. Vous les voyez là juste sur le territoire français. Ce sont des langues qui sont des langues reconnues comme langues, mais aussi des dialectes ou des langues régionales. Donc là, c'est la partie, disons, le territoire, l'Hexagone, mais il y a également dans d'autres, sur les différents régions qui constituent la France dans le monde. Donc en 51, il y a eu une première reconnaissance des langues régionales avec la loi d'Aixonne qui introduit le basque, le breton, le catalan et l'occitan dans l'enseignement. Et d'autres langues vont suivre. En 74, le corse. En 81, le tahitien. En 84, le créole, enfin les différents créoles, guadeloupéens, martiniquais, guyanais et réunionnais. Et en 92, au moment où on a commencé à parler un peu plus de la Nouvelle-Calédonie, les 4 langues kanak, que je ne vais pas vous réciter avec l'accent parce que je ne pourrais pas le faire. En 2008, la révision constitutionnelle du 23 juillet reconnaît la valeur patrimoniale des langues régionales. Les langues régionales appartiennent au patrimoine français. Donc cette reconnaissance-là, elle n'est pas vraiment suivie d'effet dans notre quotidien, notamment le catalan, l'occitan, le basque, sont des langues minorisées. Elles ont été interdites au cours de l'histoire et toujours aujourd'hui, elles doivent défendre leur existence. Voilà, donc je parle un tout petit peu de l'ANC, puisque c'est l'ANC aujourd'hui qui organise cette réunion. Eh bien, l'ANC France est une association loi 1901 qui représente l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, ANC, sur le territoire français. Donc l'ANC, l'Assemblée nationale catalane, est à Barcelone. Enfin, son siège est à Barcelone. Notre association travaille pour rassembler des soutiens au processus démocratique et pacifique d'autodétermination de la Catalogne. C'est dans ce sens-là que la langue est une sorte de front commun. Et c'est ainsi que le présente d'ailleurs la feuille de route de 2026 au niveau de l'ANC. L'ANC défend un front commun pour la langue, notamment dans les écoles, face à l'assaut des tribunaux. Ça, c'est quelque chose qui continue à exister et qui même fait beaucoup de mal à la langue catalane aujourd'hui sur le territoire catalan. Alors l'ANC France s'inscrit dans la défense de la langue catalane, sa reconnaissance officielle comme langue européenne, et elle en fait une cause prioritaire pour cette année et l'année prochaine. Abordons le concours. Alors, sur la planche précédente, je laisserai Kik à présenter plus particulièrement tous les assauts que subit le catalan. Hein. C'est intéressant, important de le souligner parce que souvent en France, on dit qu'à partir du moment où il y a une reconnaissance, ce qui est le cas, la langue catalane est co-officielle en Catalogne, dans la région Catalogne, tout est gagné, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, le concours Journée du livre et de la rose est né le 23 avril 2004 autour de la Journée du livre et de la fête de la Sant Jordi, qui est le grand patron de la Catalogne patron de l'amour et de la littérature. Et lors des premières éditions, le concours se déroulait en 3 langues, espagnol, quichua et catalan. Et dès les premières éditions, il a eu beaucoup de soutien, notamment de l'UNESCO, mais surtout en Uruguay et en Amérique latine. En 2020, une nouvelle étape a été franchie et l'appel a été lancé pour toutes les langues indigènes de l'Équateur, ainsi que au même niveau que l'espagnol et le catalan. Euh, cette fois-ci, en admettant des œuvres qui étaient à la fois écrites et orales, car certaines des langues indigènes en Amérique latine n'ont pas de grammaire écrite, ne peuvent pas être écrites, elles sont uniquement transmises à l'oral. Donc, le travail qu'a fait ce concours, c'est de l'ouvrir à l'oralité, c'est-à-dire en envoyant des textes qui étaient enregistrés. Alors, l'introduction de l'occitan, on va en parler un petit peu plus maintenant, c'est plus récent, je crois 3 ou 4 ans, et il y a un travail de faire connaître qui est en cours avec la recherche de sponsors, de supports,
Et parmi les sponsors et ses supports, l'ANC France et le groupe ANC Occitanie, qui fait partie de l'ANC France, apportent leur soutien à travers le réseau et la création d'un prix en langue occitane. On va peut-être en parler tout à l'heure avec Vicence. L'objectif n'est pas évidemment de concourir pour un prix, ça, on est tous bien sensibles à ça, mais ça peut aider quand même d'avoir une petite sollicitation. Et donc l'ANC va proposer un- un prix avec un montant qu'on va définir pour pour accompagner cette année et l'année prochaine donc le concours. Donc, le concours littéraire mondial et la Journée du livre de la rose entendent offrir une espèce d'expression, écrite comme orale, aux langues minorisées du monde entier. Et cette année, l'occitan est à l'honneur, puisqu'on nous a demandé de participer dans ce cadre-là et faire connaître le plus possible autour de nous au sein de l'Occitanie. Donc, en donnant voix à ces langues, on protège leur mémoire. Donc, mon souhait le plus important ce soir, c'est de faire connaître, que vous soyez nombreux à participer à ce 14e concours. Et vous avez à droite, vous avez quelques informations. On vous a déjà envoyé par différentes voies les formulaires pour s'inscrire. Mais pour ça, donc, je laisserai plutôt laisse Vincent le présenter tout à l'heure. J'arrête l'après. Voilà. Ça, c'était mon introduction. Donc, je pense que vous êtes tous bien au courant, ceux qui sont derrière l'écran, mais pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à nous envoyer des messages. Vous avez les emails et on peut compléter, si nécessaire, certaines notions. Voilà. Kika, je vais te laisser la parole pour nous Oui, faire ce résumé de de ton intervention en Bretagne, qui a été très intéressante, puisque tu dois vraiment bien centrer sur la difficulté que représente qu'a le catalan aujourd'hui, même si elle est considérée comme une langue assez reconnue. oui, bon, la rencontre a été organisée par un petit parti indépendantiste breton, mais très actif, qui a organisé le 16 et 17 mai une rencontre avec des gens qui sont sensibles à tous ces problèmes de langue. Il y avait notamment des Basques, les Bretons, nous les Catalans, et puis il y a les Corses et les Créoles des Guadeloupe. Ils ont envoyé une contribution écrite qui a été lue après. Bien entendu, si on compare la situation de la langue bretonne avec le catalan, c'est très, très... Le breton pense que le catalan, on parle beaucoup, ce qui est vrai, hein. Mais, par exemple, pour donner un chiffre, euh, en 2003, en 25 ans, l'usage social de la langue catalane est passé de plus de 50% à 42%. C'est un recul net. En Bretagne, bien entendu, le breton est parlé par moins de 5% de la population bretonne. Mais si on compare, nous, on a reculé un peu, mais on est passé en dessous des 50%, et ça, c'est très important, c'est symbolique. Et eux, ils sont en train de augmenter le nombre d'écoles qui enseignent le breton. D'ailleurs, euh, récemment, ils ont réussi une petite victoire, c'est-à-dire que les élèves de breton et de basque vont pouvoir passer l'examen de bachelier, du bac, en langue bretonne et en langue basque. Au début, ça avait été interdit ou refusé. Et puis, il y a eu des pressions et ça a été accepté. Ça, c'est très important. Des petites victoires qui donnent beaucoup d'enthousiasme et qui sont positives. Bon, pour ce qui est de la Catalogne, le recul qui est
euh, qui est nette et depuis très très longtemps, lentement, de plus en plus s'accentue, est due à trois raisons principales. Euh, Principalement, d'abord par une raison démographique. Nous avons passé de 6 millions d'habitants, grosso modo, hein, à environ 8 millions en je ne sais pas combien de temps, 2 millions de personnes, et dont presque 1,5 million sont des étrangers en 25 ans. C'est toujours la même référence. Donc, alors, ce sont des étrangers qui viennent pour des raisons diverses. Il y a des gens qui viennent de partout et qui voudraient s'intégrer. Le problème, c'est qu'ils voudraient s'intégrer et qu'il n'y a pas assez d'offres en matière d'enseignement de la langue. Et ça, c'est un deuxième problème. Premièrement, la démographie. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas assez de réponses administratives et institutionnelles. Et troisièmement, c'est l'attitude des Catalans eux-mêmes vis-à-vis de tous ces gens qui sont arrivés dans notre territoire. Bon, ce qui est le problème démographique, qui est dû à la globalisation, bon, tout le monde le comprend. Alors, il faut dire que dans les années 60, il y avait eu une première vague d'immigration. Celle-ci était de l'intérieur de l'Espagne. Et, euh, et très vite, ils se sont aperçus, ils venaient pour travailler, ils se sont aperçus que s'ils ne parlaient pas le catalan, ils resteraient toujours dans la même situation professionnelle et qui ne feraient pas partie de la société catalane. Donc, ils ont demandé à apprendre, ils ont demandé officiellement aux mairies, etc., à apprendre le catalan. Et il y a eu une réponse fantastique. Le, le, on a instauré l'enseignement linguistique immersif, qui a été extrêmement efficace et qui a été prestigieux par rapport aux autres, au monde entier, et par rapport aux autres langues qui avaient les mêmes problèmes. Ça a été la première chose. Donc, tout ça, c'est 1970, et tous ces gens ont mis leurs enfants à l'école. C'est l'école qui a programmé cet enseignement immersif. On a appelé ça immersif. Après, donc la société catalane parlait beaucoup en catalan. Tous ces gens qui s'étaient plus ou moins intégrés. Quand je dis plus ou moins, c'est que, bien entendu, quand on habite à l'étranger, on garde toujours les traditions, la provenance du pays. Moi, j'habite en France et je suis toujours très catalane, mais je suis très française. Je parle français et je partage beaucoup de choses françaises que j'adore. Mais il ne reste pas moins que je suis catalane. Et donc, pour les gens qui vont en Catalogne pour travailler, pour les raisons et d'autres raisons, c'est probablement la même chose. On veut s'intégrer, on veut petit à petit. Ce n'est pas nécessaire de s'intégrer comme ça tout d'un coup, mais la première des choses, c'est apprendre la langue. Et là maintenant, entre 2000 et 2025, il y a eu cette augmentation massive des gens qui sont venus, eh bien, ils ont demandé. En fait, il y a eu 1 million de demandes apparemment. Et face à cette demande, le gouvernement a offert 32 000 places. 32 000 places, c'est vraiment largement insuffisant. Si bien que le problème de ne pas offrir suffisamment d'enseignement, de cours en catalan, ça fait que
l'usage social de la langue s'entend beaucoup moins. Il y a des conséquences. Par exemple, avant, on sortait dans la rue et tout le monde parlait catalan. On entendait parler catalan. Maintenant, on n'entend pas parler catalan, surtout dans certaines villes. On entend beaucoup moins. Ce qui est, compte tenu de la démographie, c'est un peu normal. Après, il y a eu d'autres bon, ça, c'est la première chose. Après, il y a eu un appareil juridique discriminatoire ou même déficient concernant la langue, et pas seulement concernant la langue. C'est-à-dire, quand il y a, par exemple, des réunions au niveau européen pour décider des programmes agricoles, des programmes de différentes sortes, même industriels, et on se met d'accord sur beaucoup de choses, mais il y a eu il y a eu 218, il me semble, de mémoire, je le dis de mémoire, 218 par exemple règles admises et plus de 50 étaient contraires aux intérêts de la langue catalane. Tous ces chiffres et toutes ces références, je les ai de Plataforma per la Llengua, qui est un organisme qui, tous les ans depuis longtemps, fait un rapport annuel sur la situation de la langue. Euh, il y avait aussi la plateforme pour la langue, cet organisme avait dit les années précédentes qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui se plaignaient des situations personnelles. Et ils se sont aperçus que, par exemple, il y avait des gens qui étaient un petit peu déçus parce qu'ils allaient dans un commerce, peu importe, une boutique, peu importe, un restaurant, et ils s'adressaient en catalan, mais les vendeurs, les gens qui travaillent dans la restauration, n'étaient pas capables de répondre en catalan. Donc, il fallait passer, ils étaient obligés de passer au castillan pour parler, pour pouvoir s'entendre. Et là, Plataforma per la Lingua s'en est rendu compte de cette situation qui est situation individuelle. Et alors, il a fait une espèce de propagande de dire si vous vous trouvez dans des situations individuelles d'être obligé de passer, de changer la langue, faites-nous le savoir. Donc, et cette année, il y a eu énormément de plaintes, on peut dire des plaintes. Et ce sont des plaintes individuelles il s'agit des gens qui s'adressent en catalan dans une boutique, dans un restaurant, mais aussi quand ils vont voir le docteur, etc. Et et, et on les oblige, c'est une situation, si l'autre personne n'est pas capable de répondre ou d'entendre le catalan, on oblige les autres à parler en catalan. Si bien que une conséquence de cette situation, c'est que les gens qui, au début, ne parlaient que catalan, l'usage social habituel, hein, étaient des catalans, petit à petit, comme ils se trouvent confrontés à des situations individuelles différentes, ils passent à une situation de bilinguisme. Avant, ils parlaient uniquement catalan et maintenant, ils parlent soit catalan, soit castillan. Mais cette situation de bilinguisme est le prélude à une situation de petit à petit l'extension de la langue. Naturellement, quand je dis que c'est l'extension de la langue, il se passera encore beaucoup de temps. Mais les processus d'extension des langues suivent ce chemin. Donc ça, c'est très important. Après, il y a aussi, je fais un résumé de tout ce que j'ai dit en Bretagne, il y a aussi l'attitude des Catalans face à une situation des gens qui parlent en castillan. C'est la langue la plus entendue.
ça ne veut pas dire que tous les gens soient castillans ou de l'Amérique latine qui ont comme langue officielle le castillan. Ça veut dire que, par exemple, des gens qui viennent du Maghreb, des gens qui viennent de l'Europe, il y en a beaucoup, euh, tous ces gens où apprennent le castillan, c'est rare qu'ils apprennent le catalan. Beaucoup sont dans une situation de temporalité limitée, 2 ans, 3 ans, quelques mois, et ils ne font pas l'effort d'apprendre la langue. Euh, donc, l'attitude des Catalans, maintenant, aussi Plataforma por la Lengua et euh, d'autres activistes de la langue qui se sont rendus compte de cette situation, ont dit on ne change pas de langue. Vous ne changez pas de langue. Si on vous parle en castillan, vous répondez en catalan. La plupart des cas, la plupart des cas, comprennent le catalan et très souvent, ils parlent et ils parlent très bien. Donc, c'est une attitude qui a été instaurée parce qu'au début, c'est vrai qu'au début, on avait l'impression que si on nous parlait en castillan, on devait répondre aussi en castillan pour une question de déférence, d'éducation. Et on s'est rendu compte que c'est contraire. Si on continue avec cette idée, on va finir, on va finir étouffé. On va pas, on ne travaille pas pour la langue en faisant ça. En revanche, si euh, on, se, on répond en castillan, castillan, pardon, en catalan, on verra bien si les gens parlent catalan ou pas. Une autre chose importante, c'est que, bien entendu, les gens ne sont pas physiquement, euh, les gens sont physiquement différents et que parfois sont reconnaissables. Par exemple, un Suédois, on le reconnaît, enfin, si on, pas peut-être, on ne dira pas c'est un Suédois, mais on dira c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici parce qu'il est grand, parce qu'il est blond, parce qu'il est... Bon, il y a quelques traits spécifiques qui indiquent qu'il n'est pas du territoire, il n'est pas catalan. Donc, on, habituellement, les gens s'adressent à ces personnes qui ont un physique un peu caractéristique en langue castillane. Combien de fois, et là, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être aussi éduqué, si on peut dire, entre guillemets, parce que on ne leur rend pas service. Si vous changez la langue et vous participez de la castellanisation de la langue. Si vous leur parlez en catalan, vous leur donnez l'opportunité qu'eux, ils parlent en catalan. Et la plupart des cas, ils parlent catalan. Un jour, pour une anecdote, je finis parce que je vais passer la parole à Vicence. Un jour, je suis allée dans un bistrot, hein, j'ai demandé un café, le serveur était asiatique, tout ce qu'il y a de plus asiatique. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, il ne doit pas parler catalan. Mais je me suis dit, oui, je vais voir. Donc, je demande un café, bonjour, etc. Je commence un petit peu la conversation en catalan, beaucoup mieux que le mien, parce que moi, quand je parle catalan, j'ai un accent. Et lui n'en avait pas, pas du tout. Et donc, on a des surprises. Et donc, c'est que la plateforme par la lingua préconise maintenant, c'est de ne pas changer de langue. Et même si on nous parle en castillan, de répondre en catalan. Toujours. Parce que c'est comme ça qu'on donne confiance à l'autre personne de dire, de parler en catalan, d'utiliser, même s'il fait des fautes, même s'il il a un accent. C'est quand même très agréable de remercier l'effort que la personne fait pour parler catalan. Et là aussi, il y a euh, des surprises, c'est-à-dire que les gens nous remercient. Enfin, il y a des gens qui remercient. Merci d'avoir parlé en catalan. C'est assez étonnant. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bien entendu, il y a beaucoup de choses, mais s'il y a des questions, je serais ravie
de répondre à vos questions. Merci. Merci, Keika. Moi, c'est vrai que ce que j'ai vécu, c'est même au sein de ma propre famille, donc dans la province d'Aragon, comme je n'y vais que pendant les vacances. Certains jeunes qui savent pourtant hein, qu'on parle catalan à la maison, etc., comme ils entendent que j'ai l'accent français, ils me parlent en espagnol. Et c'est fou. Et on me dit, ah oui, je sais pas, ça nous fait drôle, ça nous fait bizarre. Bon, voilà. Oui, Des expériences comme ça, on oui, en connaît tous, hein, vraiment. Et juste une question, Kika, si peut-être que oui, tu as une réponse. Au niveau donc de tout ce qui se passe au niveau juridique actuellement dans oui, l'enseignement, c'est vrai que moi j'ai assisté par exemple à une conférence il y a quelques années, puis c'était il y a 4 5 ans, d'un Espagnol qui vit en Catalogne, à Rosas, hein, il vit donc toute l'année là-bas, et qui se plaignait que ses petits-enfants étaient obligés de parler catalan à l'école, obligés de parler, de s'exprimer en catalan à la maternelle et au primaire. Et donc lui, il voyait ça comme une manière très négative, il disait que c'était une sorte de régression. ah bon? Alors donc je sais qu'il y a eu après des plaintes. Est-ce que Oui, tu il es y a au eu des courant de ça? plaintes, mais pour ce que je peux savoir, c'est des plaintes un peu dirigées, c'est-à-dire très politisées. Parce que les gens, en général, ils sont contents de parler, d'apprendre le catalan. En général, c'est vrai que ça a été très politisé, c'est vrai que ça répond à des attaques de gouvernement espagnol qui voudraient, depuis très très longtemps, ça fait des siècles, qui cherchent cet objectif de nous espagnoliser tous. Mais bon, euh, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui parlent à l'école, ils parlent castillan. Beaucoup, beaucoup. Alors, d'une part, parce qu'il y a eu massivement des enfants qui, à la maison, parlent castillan. D'autre part, parce qu'il y a eu une pénurie des professeurs et que les professeurs viennent aussi, d'ailleurs, et ils ne parlent pas, c'est rare, non, rare non, mais il y a eu un pourcentage de 46%, je crois, des professeurs qui ne parlaient pas catalan, ou pas tout le temps. Et, et en fait, là où l'appareil juridique est déficient, c'est que il n'y a pas eu assez de contrôle. Hein, ça dépendait du gouvernement catalan. Donc, ils auraient dû contrôler que les gens, les professeurs parlaient bien catalan, que c'était bien suivi, que les enfants aussi, etc., etc. Ça n'a pas été fait. C'est un manque aussi de volonté politique, tout simplement. Par exemple, Marie parlait tout à l'heure de la fête de la Saint-Jordi. Cette année, j'étais pas à Barcelone, j'étais dans une ville près de Barcelone. Et avec l'ANSC, on distribuait des petits objets, des petites, comment ça s'appelle, les chapas, qu'on épingle sur les vêtements. Des, des- des- il y avait aussi des petits, comme prospectus, mais c'était une bande dessinée pour montrer qu'il fallait parler catalan dans toutes les circonstances. Bon, et il y avait des enfants avec les écoles qui passaient, etc., etc. Et puis, moi, ça m'amusait de parler un peu avec les enfants. Et puis, il y en a un qui me dit, mais moi, je parle catalan à la maison. Et je lui dis, oui, d'accord, et à l'école? Ah non, à l'école, non. Voilà, non, voilà, ça a été le cri du cœur. Ah non, à l'école, non. Et peut-être qu'à l'école, si en classe, parce qu'il y a des cours en catalan, mais quand ils sont en récréation, beaucoup ne parlent pas catalan. Bon, il faut revertir tout cela. Il manque aussi des programmes audiovisuels. Il y en a beaucoup qui sont en castillan. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants fassent? Après, ils vont parler de ce qu'ils ont vu, ils vont reproduire la langue dans laquelle ils ont vu
la vidéo ou le film, etc. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup. Et je pense maintenant qu'il y a eu un petit changement. Et pour finir sur une touche positive, il y a eu une initiative qui est partie des îles Baléares. Eux, ils le faisaient depuis très longtemps. Ça s'appelle un corralenguas. Et c'est une sorte de course de relais avec une flamme. On se relaie la flamme. Et c'est pour, la flamme symbolise la langue catalane et c'est pour défendre la langue catalane et pour donner visibilité, etc., etc. Et cette année, c'est la première fois qu'ils ont décidé de le faire aussi en Catalogne et dans Valence, parce qu'en Valence, la communauté valencienne aussi, on parle catalan, et dans la Catalogne du Nord, et on parle catalan, et à l'Alguer, qui est une ville hum, italienne, mais on parle catalan aussi. Donc, ça a duré une quinzaine de jours. Ils ont parcouru 1500 kilomètres en courant. Et en accompagnement de cette course, il y avait des actes ludiques, des concerts, etc. Donc tout ça en catalan. Et ça a eu énormément de succès. Énormément de succès, ce qui veut dire que quand ils traversaient une ville, les gens sortaient, les accompagnaient, etc. etc. Et ça finissait à l'Alguer. Et de l'Alguer, qui était la fin, ils ont décidé, ils ont eu tellement de succès qu'ils ont décidé de poursuivre, d'aller à Bruxelles, devant le Parlement européen, pour rencontrer un eurodéputé et pour demander l'officialité de la langue catalane à l'Union européenne. Bon, tout ça, ce sont des initiatives intéressantes et qui ont beaucoup, beaucoup de, de réseaux. Non, ça c'est du catalan, pardon. De, euh, de D'impact. réputation, comment on Ouais. dit? D'impact, tu veux dire. D'impact, voilà, d'impact, de réseau. Ça, c'est un mot catalan. Ils ont eu beaucoup d'impact. En traversant les villes, en faisant tous les jeux. Parfois, il a plu. Euh, Ils ont continué euh, à courir, à courir, à courir. C'est des jeunes, hein. Mais ça a été très intéressant. Et l'année prochaine, certainement qu'ils recommenceront. Parce que c'était. Et ça, c'est positif. Parce que tout le monde s'intègre. C'est aussi une question de cohésion sociale. Ceux qui ne parlent pas castillan, beaucoup des gens qui n'osent pas osent parler à ce moment-là, osent dire, je fais partie de cette société-là. Et c'est important, ça. Ce que l'on cherche, bien entendu, c'est la sauvegarde de la langue catalane, mais surtout que tous ces gens qui sont venus d'ailleurs, pour les raisons qui se sentent bien chez eux, chez nous, qui se sentent chez eux. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Kika. Très bien. Je regardais s'il y avait quelqu'un à la porte, dans le salon. Non, non, il n'y a personne qui demande à rentrer. Donc, on continue à 4. Vicenne, je vais te laisser la parole maintenant. Donc, on va se focaliser un peu plus sur le concours, le concours de narrativa curta en lengua minorizales. Très bien. Alors, je vais ouvrir ta présentation. Merci Marie. Je vais vous prier de m'excuser parce que je suis dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Oui. Oui, on D'accord. t'entend bien. Si vous entendez des hélicoptères ou des Ah trucs, non, non, non. Non. parce que je suis dans un café ici au Mexique, il est 1 heure de l'après-midi, donc c'est encore l'heure du boulot. Donc je suis sorti dans un café. Voilà. Est-ce que mon écriteau derrière peut se lire bien?
Alors, est-ce que... Oui, Voilà, merci. je le mets en pleine page. Ah, très bien, merci beaucoup. Bon, bah, moi, je suis Vicente Giralt, de l'Assemblée nationale catalane à Mexico. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait, enfin, deux projets que nous avons ici à Mexico, à l'Assemblée nationale catalane. Euh, Rapidement, hein. Nous avons oui, nous avons nous avons commencé il y a quelques années un projet qui s'appelle les Peuples Unis. Les Peuples Unis, avec lesquels on veut promouvoir le dialogue entre peuples, entre les peuples du monde, afin de visibiliser le droit à l'autodétermination et tout en donnant, enfin, pardon, parce que je l'ai en catalan, mais bon, on veut visibiliser l'autodétermination et la paix entre les peuples. Comme la langue est un élément très important dans un peuple, ou peut-être le plus important, parce que la langue donne une identité au peuple et donne une cohésion. Et en plus, c'est un outil de communication. Donc, nous sommes en contact avec plusieurs peuples mexicains, des peuples nahuatl, des peuples otomí, des peuples du Salvador, aussi par téléconférence avec des peuples d'Afrique, des peuples d'Équateur, etc. Même avec la Palestine, avec le Sahara euh, qui était avant le Sahara espagnol. Nous avons fait beaucoup de tables rondes pour parler de l'autodétermination et pour parler entre les peuples. Parallèlement à ça, et là je viens au concours, en 2022, nous nous sommes intégrés, l'ANSC Mexico s'est intégré à l'organisation du concours de récits courts en langue du monde que le Casal Català, c'est-à-dire le Centre catalan de Quito, avait créé en 2004. Chose que tu as très bien expliqué tout à l'heure, Marie. Et quand nous nous sommes ajoutés, c'est-à-dire l'ANC du Mexique, nous avons un peu internationalisé le concours. C'est-à-dire que d'être un concours local Équateur, où il n'y avait que les langues de l'Équateur, nous avons voulu ouvrir ça, enfin, les langues de l'Équateur et le catalan aussi, hein. Nous avons voulu ouvrir ça à tous les peuples du monde qui voulaient bien participer. Donc, on a commencé par le Mexique. Nous avons déjà trois langues. On a une langue africaine. Euh, cette, euh, cette année, nous sommes en parlé avec les Mapuches au sud de l'Argentine et du Chili qui sont en train de décider pour s'intégrer au concours. Aussi le Corse, euh, qui est un peuple en part entière et qui a accepté de participer au concours à travers de l'université corse. Et voilà. Donc, nous sommes en train, depuis 2022, d'essayer d'agrandir le concours au niveau international. Euh, donc, là, je vais vous expliquer un peu, si tu veux passer à la prochaine diapositive. Alors, je vous dis tout de suite, les diapositives sont dans une langue minorisée, qui est le catalan. Parce que je pensais que c'était en catalan l'exposé, mais bon, je vais le lire en français. Donc, le propos du concours, le but du concours, c'est de visibiliser le nombre, la variété et la situation des langues minorisées dans le monde. Ça, c'est le propos principal. Mais aussi de créer des synergies entre les peuples à travers le dialogue et l'échange d'expériences par rapport au sujet de l'activisme linguistique. Il y a beaucoup
il y a beaucoup d'activisme linguistique. Nous les connaissons ici en Amérique. Il y a beaucoup d'activistes digitaux, digital sur YouTube, sur TikTok, qui parlent, qui luttent pour leur langue, qui donnent des cours de langue, euh, qui font des dialogues dans leur langue, qui expliquent quelle est la situation. Donc, cet échange entre tous les peuples au sujet de l'activisme linguistique, ça fait, nous l'avons intégré à notre projet de peuples unis. Et nous voulons développer ça, le dialogue entre les peuples. Aussi, le but du concours, c'est d'unir, de joindre des forces et d'améliorer euh, les, 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 les réponses par rapport à l'oppression des États. Tout à l'heure, Kika nous parlait de l'État espagnol qui met des bâtons dans les roues pour que le catalan ne se développe pas ou qu'il aille en arrière. Mais ça, c'est pas nouveau et c'est pas nouveau non plus dans les autres pays. Les mêmes techniques que la France faisait du temps à la fin du 19e siècle, de taper sur les élèves qui parlaient soit breton, soit catalan, soit occitan, les mêmes procédés ont été appliqués au Mexique, les mêmes procédés ont été appliqués en Équateur et dans d'autres pays. Donc, ce dialogue entre peuples nous fait voir que nous sommes tous dans le même cas. Et donc, nous pouvons unir nos forces et chercher des solutions. Et bon, en plus, le concours nous aide à développer l'amour pour notre propre langue, parler la langue et la protéger. Si tu veux avancer à la numéro 5, s'il te plaît, euh, trois, trois diapositives de plus. Non, ça, voilà, c'est ça. Donc là, c'est un peu les associations, les organismes, c'est pas tous, mais bon, les organismes qui ont participé au concours depuis déjà 2004, 2004. Des fois, il y en a qui ont participé, après, ils se sont retirés, ils ont participé à un autre moment. Donc, c'est pour vous montrer que c'est un concours qui a vraiment l'appui de plusieurs organismes. Dans ces organismes, nous avons l'UNESCO, nous avons les casals catalans, c'est-à-dire les maisons catalanes, aussi bien au Mexique, en Équateur, etc. Il y a l'Assemblée nationale catalane, bien sûr, mais il y a aussi, par exemple, en Équateur, il y a des ministères qui ont participé quand le gouvernement était favorable. Après, quand le gouvernement n'a pas été favorable, ils se sont retirés. Maintenant, ils reparticipent. Donc, il y a un peu un mouvement comme ça. Et il y a aussi bon, des activistes digitaux, des professeurs d'université, etc. Et on peut passer à la suivante, la 6. Voilà. Ça, c'est les langues que euh, c'est les langues qui ont participé, qui participent ou auxquelles nous avons pensé qu'on pourrait inviter, dont je n'ai pas tout mis là, mais puisqu'on est en train de parler de la France, bon, ben, il y a l'Occitan bienvenu que Marie et l'Assemblée nationale de France nous aident à créer ce concours. Je, je, je dis qu'il y a 2 ans, l'Occitan avait déjà participé, mais après l'année dernière, n'a pas participé. Donc cette année, bienvenue encore. L'idée, c'est que tous les ans, on puisse participer. Il y a le Corsu, qui, comme j'ai dit, participe à travers l'université de Corse. Nous voulons inviter le Break, le breton, et on aimerait beaucoup inviter les langues kanak, les langues créoles que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, on aimerait que toutes les langues de l'État français puissent participer au concours.
Euh, voilà. Donc là, ici, nous avons des langues d'Équateur, surtout. Nous avons l'Ibinda qui est une langue d'un pays qui s'appelle Cabinda, qui en fait, c'est pas un pays, c'est une colonie d'Angola. Avant, c'était une colonie, c'était un protectorat portugais. Maintenant, c'est une colonie de l'Angola. Donc, ils sont pas sortis de l'auberge, mais ils ont leur langue, ils ont leur nation et ils veulent défendre leur langue. Euh, Nous avons aussi le nahuatl du Mexique, le nahuatl du Salvador. Euh, et puis bon, nous voulons aussi inviter le FRISC, qui est le frison. Nous espérons que l'année prochaine, il pourra participer. Et bon, bah, je continue à la suivante pour vous expliquer un peu le mécanisme et comment fonctionne le concours. Voilà, merci. Donc, le mécanisme du concours, comme je vous ai dit, ça a commencé en Équateur, mais maintenant c'est devenu international. Et en fait, c'est devenu un ensemble de concours ou oui, ou un concours modulaire. Je sais pas si on dit comme ça en français, mais c'est un ensemble de concours. C'est-à-dire que chaque langue a son concours. Nous avons vu d'autres, surtout au Mexique, enfin personnellement, puisque je suis là, j'ai vu d'autres, disons, modèles de concours qui existent au Mexique. Ils mettent tout dans le même sac et ils font un concours où toutes les langues sont incluses dans les œuvres, dans les travaux, mais ils traduisent tout à l'espagnol. Et à ce moment-là, il y a un travail qui gagne, mais il n'évalue pas et il ne valorise pas le texte, c'est-à-dire le texte original en langue originale, mais il valorise la traduction à l'espagnol. Donc en fait, il mélange tout. C'est encore une politique à la noix de coco de l'État mexicain. Donc le concours tel comme nous l'avons pensé et tel comme il a évolué, c'est un ensemble de concours. C'est-à-dire qu'il y a un concours en langue doc, par exemple. Il y a un concours en langue nahuatl. Il y a un concours en langue catalane, etc., etc. Et il y a une coordination générale qui, pour l'instant, la coordination est faite en Équateur, au Mexique, mais maintenant aussi euh, avec la MSC France qui participe à la coordination. Donc, donc, il y a une coordination centrale qui s'occupe de coordonner toute la logistique du concours. Et là, à la suivante, je vais vous expliquer un peu quelle est la structure du concours. Bon, alors, pour que vraiment ce soit un concours dans chaque langue, il faut qu'il y ait un jury dans cette langue. Comme je disais tout à l'heure, euh, au Mexique, ce qu'ils font, c'est qu'ils traduisent tout à l'espagnol et le jury, c'est le même pour tout le monde. Mais ça valorise pas les langues. Au contraire, ça les, ça ça les diminue. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on trouve, on parle avec des associations, avec des professeurs, avec des universités, etc., pour trouver dans chaque langue un jury. Par exemple, dans le cas de la Corse, qui est déjà intégré au concours, qui vient de s'intégrer, bon, bah, c'est grâce à l'université de Corse. Dans le cas, par exemple, du Nahuatl au Mexique, nous avons deux ou trois professeurs de Nahuatl dans une université, un autre qui donne des cours dans une école, et eux, c'est les jurys qui évaluent les travaux en Nahuatl du Mexique. Donc, et nous essayons qu'il y ait entre deux et trois jurys par langue, c'est-à-dire deux ou trois membres du jury. Euh, un seul, c'est pas assez parce que bon, on peut penser qu'il peut y avoir des erreurs dans dans l'évaluation.
Plus que trois, ce serait trop. Mais bon, euh, donc le plus important, c'est un jury, mais aussi il faut des dynamisateurs, des personnes qui s'occupent de promouvoir le concours dans les parlants de cette langue, évidemment. Donc là, nous avons eu de la chance, par exemple, avec les professeurs de nahuatl au Mexique, avec leurs propres élèves, ils leur disent, oui, présentez-vous au concours. Comme ils savent que maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'ils participent, c'est tous les ans le 23 avril, ça commence, le jour de Saint-Georges. Donc, ils le savent. Et puis, bon, on est toujours en contact avec eux. La coordination est toujours en contact avec eux. Bon, en plus des dynamisateurs, il faut effectivement une association qui, disons, qui puisse financer le concours. Au minimum, au minimum, il faut un prix, c'est-à-dire un prix premier, un prix pour le concours. Normalement, ce qu'on a fait ici dans le concours qui est déjà fait, c'est le prix consiste à 100 $ pour le gagnant. Donc, cet argent est apporté soit, bon, bah, dans le cas du Mexique, nous avons deux ou trois organismes, l'ANC du Mexique, l'Orfeo Catalan de Mexico qui apporte. Dans le cas d'Équateur, euh, ils ont ils ont aussi apporté pour les langues de l'Équateur et le catalan aussi. Parfois, il y a des gouvernements qui ont apporté, dans le cas du gouvernement d'Équateur, mais aussi dans le cas du gouvernement de la Catalogne, la Generalitat, à travers des subventions que donne le gouvernement de la Catalogne au centre culturel catalan. Par contre, l'année dernière, ils n'ont pas voulu, je ne sais pas si c'est à cause du changement de gouvernement, mais ils n'ont pas voulu apporter de l'argent. Bon. Mais en fait, avec ce qu'on a, par exemple, dans le cas de l'Occitan, je sais, Marie, que vous, l'ANC de France, vous faites une importation et on remercie beaucoup parce que ça dynamise beaucoup le concours. Dans le cas de la Corse, par exemple, l'Université de Corse, nous sommes en train de voir un contrat avec eux pour que l'université puisse aussi apporter l'argent. D'autres frais, par exemple, nous avons eu le cas euh, normalement, les jurys, les membres des jurys sont bénévoles parce que c'est des activistes pour la langue, c'est des gens qui veulent que leur langue donc soit soit sauvée, soit active, tout ça. Mais bon, dans le cas du Salvador, nous avons eu une condition, c'est que les membres du jury voulaient être payés parce que bon, bah, c'est un pays qui n'est pas très riche, ils ont besoin d'argent. Alors on s'est arrangé pour qu'entre les associations, on puisse payer une somme symbolique pour les membres du jury. Donc chaque cas est différent. C'est pour ça que je disais avant que c'est vraiment un ensemble de concours. C'est un concours global, mais c'est très modulaire. Voilà, donc si on peut passer à la suivante. J'espère que je m'attarde pas trop. Non, non, c'est Donc, très bien. merci. Le calendrier 2026, donc, c'est à peu près le même tous les ans, au moins depuis que nous avons participé, enfin, depuis que nous organisons la version internationale, qui est en fait depuis la pandémie. Nous commençons toujours le 23 avril de chaque année, ce qui tombe le jour du livre et de la rose. C'est pour ça que le concours s'appelle Jour du livre et de la rose. Ça n'empêche pas que chaque concours dans chaque langue, ils peuvent, ou la langue peut dire, ah non, moi je veux que le concours s'appelle comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, nous voulons que ça soit modulaire et libre pour tout le monde. La fin du concours, c'est le 31 août, donc ce qui donne, bon, à la moitié d'avril, mai, juin, juillet, août, ça donne vraiment 4 mois
aux participants pour écrire leur texte ou pour parler leur texte, si c'est en audio. À ce moment-là, on donne le mois de septembre au jury pour, euh, pour faire l'évaluation. Alors, nous sommes toujours, la coordination, nous sommes toujours en contact, c'est-à-dire que tous les travaux arrivent centralement au concours et et la, comment ça s'appelle, et, et nous distribuons à chaque jury les travaux dans leur langue. Euh, et donc les jurys vont décider dans cette langue qui va être le gagnant, ils vont faire des remarques, etc. On a une petite structure pour évaluer un peu, chaque langue est différente, mais bon, des fois, un peu la beauté du texte, un peu le contexte, un peu la grammaire. Il y a des langues où la grammaire, vraiment, il faudrait pas trop, parce qu'il n'y a pas encore de grammaire, mais enfin bon. Chaque jury a ses choses spéciales. Bon, et à partir d'octobre, donc d'octobre à décembre, on organise la remise de prix qui peut se faire de différentes façons. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons fait une double remise de prix, c'est-à-dire que en Équateur, ils ont fait une cérémonie euh, qui était organisée par le ministère et par une université, l'Université catholique de Quito, je crois. Et ils ont fait ça, ils ont loué un salon à l'université, ils ont fait un grand truc avec le ministre des langues et tout ça. Et du côté international, nous avons fait ça en ligne par Zoom. Évidemment, c'est plus pratique parce qu'on peut pas faire venir des gens de partout dans le monde, donc on le fait comme ça. En Équateur, par exemple, par contre, cette année-là, ils ont même mis des autocars pour amener des parlants de la jungle amazonienne à la ville de Quito pour participer à cette remise de prix. Ça, je parle d'il y a 2 ans, je crois. Mais bon, chaque année et chaque concours est différent. Toutes les options sont ouvertes. Mais donc, je dis d'octobre à décembre, c'est la remise de prix. Euh, voilà. Ensuite, la suivante, je parle du règlement. Le règlement, pour l'instant, on a mis un âge minimum de 15 ans. Euh, 15 ans. Le sujet et la technique littéraire sont libres, mais par contre, il faut que ce soit des travaux originaux et inédits. On n'accepte pas, par exemple, des traductions, ça on le dit au jury de chaque langue. Hein. Évidemment, si on va traduire Baudelaire au nahuatl, bon, c'est une belle traduction, mais c'est pas un travail original. C'est une traduction, c'est différent. Le concours, c'est quand même des travaux originaux. Euh, Par contre, on accepte des légendes locales, par exemple des légendes d'Équateur, c'est-à-dire le participant explique ou raconte une légende. Ça, on l'accepte parce que c'est que ça a quand même une valeur culturelle par rapport à la langue et par rapport au peuple. Les œuvres présentées sont sous pseudonyme. Là aussi, c'est un peu pour l'impartialité. Donc, comme souvent, les participants sont les élèves des professeurs qui leur enseignent la langue, nous centralisons dans notre base de données les pseudonymes et les noms, les vrais noms des participants. Donc, nous, on donne au jury euh, la, la, le travail avec ce pseudonyme. Donc, eux, ils évaluent ça. Et à ce moment-là, après, nous, dans notre base de données, on sait qui est le gagnant et on passe à l'étape suivante. Comme c'est un concours de récits courts, nous, nous acceptons enfin d'une à 3 feuilles d'écrit, ce qui fait à peu près, en dépendant des langues, mais ça fait de 500 à 1500 mots.
est tissé en oral, comme bien le disait Marie. Il y a des peuples qui n'ont pas d'écriture, où il y a des peuples où les personnes qui sont parlantes sont des gens qui parlent leur langue, mais ne savent pas écrire, par exemple. Donc, on accepte aussi des travaux par audio. Maintenant, c'est très pratique. Tu fais l'audio sur le téléphone, tu l'envoies, puis voilà. Donc, on accepte de 1 à 3 minutes. Donc, c'est soit de 1 à 3 pages écrites ou soit de 1 à 3 minutes en audio. Et donc, un travail original. La suivante, donc, les gagnants de chaque langue, nous leur, enfin, à part le prix économique, nous leur donnons un diplôme et ils sont nommés ambassadeurs de leur langue pour le concours. Ce qui, ce qui après, bon ben, à un certain moment, on peut les interviewer, on peut leur faire participer. Ils nous aident souvent, les mêmes gagnants nous aident à trouver d'autres participants qui veulent participer au concours, etc. On donne donc le prix aux gagnants dans chaque langue. Et par contre, parfois, il y a des langues qui voudraient participer, mais qui n'ont peut-être pas une structure ou qui n'ont pas un financement, même si c'est peu, mais ils n'ont pas la possibilité. On pourrait et on peut aussi accepter, et ça donne, donc c'est hors concours. On peut accepter hors concours des travaux d'autres langues, tout en, tout en les, tout en les mettant en valeur à la fin du concours. Mais ça serait hors concours. Voilà. Et finalement, donc pour terminer, euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, le concours est en train d'être intégré un peu au projet de Peuples Unis, puisque puisque c'est un dialogue entre peuples, c'est un travail entre peuples. Et justement, parallèlement à ça, nous avons un projet qui n'a pas encore été abouti, et c'est un projet qui s'appelle, alors ça c'est en Quechua, je crois, ça s'appelle Minka, Minka pour les langues. C'est-à-dire Minka, c'est une collaboration. Je vais vous l'expliquer en Équateur et dans certains pays d'Amérique. Par exemple, quand des voisins ont besoin d'eau dans un village, ils font une minka, ils se mettent d'accord tous les voisins et ils disent, tiens, on va percer un trou ici pour faire un puits. Et alors tous les voisins collaborent pour faire un puits pour avoir de l'eau. Ou tous les voisins collaborent pour faire, je sais pas moi, une maison, ils s'aident entre eux. Donc c'est cette idée de collaboration que nous voulons faire entre les peuples. Et comment on veut faire ça? Nous avons déjà fait des essais, mais pas officiellement, mais ce qu'on veut faire, c'est des conférences, des séminaires, des tables rondes. Par exemple, ce que Kika expliquait du catalan, bon, ben, à, à, le mettre sur la table pour que les autres peuples voient ce qui se passe vraiment en Catalogne. Et pareillement, les autres peuples. L'autre jour, j'écoutais un professeur de Ditza Chitza, qui est une langue mexicaine, qui expliquait comment donner des cours en ligne de sa langue en YouTube. Donc ça peut intéresser à d'autres parlants d'autres langues. Donc c'est ça, une collaboration, une mettre sur la table nos expériences pour les partager. Voilà. Autre chose que nous sommes en train de travailler, c'est pour publier les gagnants de la dernière étape. L'étape antérieure du concours, avant la pandémie, ça a déjà été publié en PDF, donc ça a été publié. Là, nous sommes en train d'essayer de voir si on peut faire un livre, une publication. Bon,
tout dépendra des financements, etc. Et voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait ma présentation en langue minorisée. Nous essayons toujours de faire nos communications inter, interpeuples, disons, dans une langue, bon, soit l'espagnol, soit le portugais, soit le français, soit l'anglais, mais nous voulons toujours qu'il y ait une langue ou deux minorisées qui soient incluses dans la présentation. En l'occurrence, je parle en français parce que je sais que nous nous dirigeons au peuple de France ou au peuple appartenant à l'État français. Mais bon, si on parle, vous verrez ça sur notre YouTube du concours, si on parle par exemple pour les langues d'Amérique latine, bon, nous parlons espagnol parce que c'est un peu la langue commune. Mais nous aimons toujours ajouter quelque chose dans notre langue personnelle. Y doncs, moltíssimes gràcies per escoltar-me i espero que pugueu participar al concurs doncs, les llengües de l'estat francès. Moltes gràcies. Merci, Vicente. C'est très clair, hein. De toute façon, le fait de le lire déjà en français, ça va aider beaucoup à ceux qui vont l'écouter. Parce que c'est vrai que l'occitan, c'est moins facile. Le catalan, beaucoup d'occitans parlent catalan, hein, énormément. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Je sais pas, Jean-Louis. Non, je trouve que c'est vraiment très clair, c'est bien. Très clair, je trouve que c'est très généreux Oui, comme approche, à tout point de vue. Le temps vous y passez, c'est sûr. cette vision aussi internationale et communique, je trouve que c'est très... Moi, je voudrais poser une question, Vicence. Euh, Oui. une personne qui veut participer, qui veut écrire, qui veut envoyer un petit texte, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit Oui, s'inscrire. d'accord. D'accord. Alors, nous avons un formulaire. Je ne sais pas si vous l'avez sous la main. Sinon, attendez, je vais le chercher. Je vous l'envoie. Euh, Je vais essayer de le nous retrouver. avons un formulaire qui centralise tous les travaux. Dans ce formulaire, on va d'abord, c'est un formulaire de Google, hein. Nous allons d'abord mettre le nom, le prénom, etc., une identité, c'est-à-dire un document, euh, et nous allons envoyer le travail, soit en PDF, soit en Word, soit en, en audio, par exemple. Il n'y a pas de... si, par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes, tout ça, on peut les assister euh, à travers les organisateurs. Donc, vous pouvez nous contacter. Marie, qui en te contacte, peut nous contacter, ou soit à travers moi, à travers les ou à travers les organisateurs. Mais il y a un formulaire qui est, euh, qui est là. Donc, attendez, je vais vous... Enfin, euh, j'essaye de le récupérer là sur Internet. Sinon, ce que tu peux faire, si tu vas le faire sur YouTube, je peux te l'envoyer, tu le mets en bas dans le texte du YouTube, si ça vous paraît bien. Là, sinon, tu l'as Allô? ici, hein. Vous le voyez là, Attends. Oui, oui, Ah, oui. pardon. Oui, oui, Ah très oui, bien, oui, voilà. très bien. Ah oui. Non, ah oui, voilà, formulaire d'inscription. Alors, si ici, là où il y a marqué ici, là, temporairement, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, si vous voulez, on regarde, donc il y a marqué le registre, ensuite participe. On essaye d'en mettre en plusieurs langues, mais bon, toutes les langues ne sont pas incluses parce que sinon, ça serait. Là, ici, nous avons les règles, là où il y a marqué en catalan, en français, en portugais, en Ah, basque, en castillan. Nous avons les bases et là, on peut mettre l'adresse, etc., etc. En Voilà. fait, c'est Vous très pouvez, simple. vous pouvez télécharger ici. Voilà. C'est très simple. Donc, si vous voulez partager
ça sur le YouTube, ça serait super. Et sinon, eh ben, le partager avec les associations, les organismes, Ouais. les écoles, tous ceux qui veulent participer. Et une autre question. Tu as Oui. parlé tout à l'heure de pseudonymes, c'est-à-dire que les gens les signent avec un pseudonyme. Comment ça se passe? Ah oui, d'accord. Bon, moi, c'est Vincent Giralt. Si je participais, je peux pas participer parce que je suis organisateur, mais si je participais, je mettrais, par exemple, je sais pas, je signerais mon travail en mettant le Mexicain, par exemple, non? C'est-à-dire un nom inventé, un pseudonyme pour euh, pour donner. Mais ça, dans le formulaire, il y a la place pour mettre le nom, le prénom et ensuite le pseudonyme. D'accord, Quand nous on envoie le texte, on essaie, on donne au jury que le pseudonyme. On donne pas le nom de celui qui participe ou de celle qui participe. Tous les concours fonctionnent à peu près pareil. oui, oui, On vient oui. de le faire là, un pour la FIEC, c'est pareil. C'est un pseudonyme et puis après, évidemment, l'organisateur connaît l'identité de la personne Oui, oui, et peut la Voilà, contacter voilà. si elle a gagné. Très d'accord. bien. Merci beaucoup. Merci. Écoute, si vous n'avez pas d'autres questions, enfin, moi je voulais, enfin, je suis vraiment ravie de participer cette année, un peu plus qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Merci. j'avais donné le nom d'une autre personne qui avait pris les choses en main. Et cette année, donc, je suis vraiment ravie de participer à cette organisation. L'ANC fera le maximum pour faire connaître, hein, ça c'est sûr. C'est déjà bien parti. Il y a déjà des relais qui sont mis en place. La semaine prochaine, normalement, on va parler à Radio Occitanie. Donc, sur Radio Occitanie, il y a beaucoup d'Occitans qui l'écoutent quand même, hein. Donc, je pense que voilà. Donc, on se donne quand même tout le temps là qu'il faut pour, même si on a démarré un peu en retard, tout le temps pour faire connaître et puis trouver les bons relais, voilà, répondre aux questions. Donc moi je me sers beaucoup de YouTube aussi, les endroits où tu as enregistré les présentations comme aujourd'hui. Donc ça aide beaucoup quand même aussi. Voilà, donc normalement on devrait avoir quand même quelques textes en occitan, j'espère. Espérons, et merci beaucoup, merci infiniment de votre aide. Et puis bon, ben, si les autres ANC de la France, je ne sais pas s'il y en a en Kanaki ou en Martinique, s'il y a des ANC, et ben, avanti, andavan. Oui. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, mon téléphone est ouvert, vous me faites un WhatsApp, n'importe quel doute, vous m'écrivez et je vous réponds, hein. Oui, c'est Bon, vrai. en Vous pouvez respectant partager les mon heures quand numéro, même. il y a pas de problème. Pardon? En respectant un peu les heures, parce que tu es au Mexique, Oui, enfin, il y a quand même, je réponds pas tout de suite, mais si vous m'écrivez pendant la nuit du meeting, je vous répondrai le lendemain voilà, matin. Voilà. il y a 8 heures Merci. de différence entre Il y a l'Europe une question. et le Pardon. Mexique. Une question qui me vient. Le basque est également dans Hmm. cette liste-là? Oui. Eh Oui, ben, oui, le oui. basque est dans la liste. Nous voulons que le basque participe, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore amorcé la pompe. D'accord, Nous avons l'aide de Chou qui est aussi de l'AMC, mais bon, malheureusement, elle a beaucoup d'autres activités et nous n'avons pas trouvé encore le bon créneau mais le basque est aussi invité, bien sûr, comme toutes les langues, hein. Nous espérons que bientôt nous aurons aussi le basque, le euskera. Oui, j'espère aussi. Très bien. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui. Entendu. merci Pour, beaucoup. je Merci. pense on a fait ce qu'il fallait. Toujours le regret qu'il n'y ait pas plus de monde, hein, dans ces réunions. On va le Mais mettre bon, sur le on va YouTube, essayer puis de. ça va être Voilà, avec revu. YouTube, ça va Hmm, permettre quand même hmm. de plus diffuser. Merci Vicenne, merci Jean-Louis, merci Merci. Kika.
bonne soirée Vous aussi. et Bonne soirée. Bonsoir à Au tous. revoir. bonne journée à Merci. toi. Au revoir. Bonne soirée en France. Bonsoir. Adeu. Adeu. Adeu, adeu, bonne nuit. Bonne nuit.